Ça y est, alors, pour venir en architecture, il faut être motivé. Et je ne l'ai pas peut-être fait ressortir dans dans la présentation sur comment je suis arrivé dans mon parcours, mais c'est comme si j'ai eu cette motivation-là très tôt, parce que dans mes jeux d'enfance, j'essayais au quartier, quand on s'amusait, quand on était enfant, on faisait des maisons sur les champs de patates. On mettait notre pied, on prenait la boue et on essayait de faire la forme donc d'une case. Hein. Après, quand on enlevait les pieds, ça devenait comme une sorte de hutte. Et tantôt, on allait chercher des brindilles, hein, des tiges de mil pour faire des cases, etc. Donc, c'est comme une préoccupation. Une préoccupation de vouloir réaliser quelque chose. Et c'est donc quelque chose qui m'a habité très tôt. Et je n'ai pas dit quelque chose tout à l'heure. J'ai commencé mes études, j'ai perdu une année en première année de médecine. Ça, c'est dans le cadre de l'armée, après le Britannique militaire. Mais je ne voulais pas. Les parents et l'environnement voulaient que je fasse la médecine. Mais je suis parti donc une année après pour faire l'architecture. Mais quelqu'un m'a dit, mais attention, tu n'as pas perdu ton temps, parce que pendant que j'étais en médecine, j'aimais seulement dessiner, j'aimais seulement la matière de l'anatomie. Parce que dans ma tête, je n'avais pas encore démarré mon projet. Et quelqu'un me disait, mais oui, la médecine, c'est pas seulement l'anatomie. Alors que derrière, c'est parce que j'aimais le dessin. Et quand je suis arrivé en architecture, j'ai d'abord étudié un peu long avant de venir en architecture. Donc, je trouve donc une motivation complète. L'architecture, pour moi, est une grande motivation qui me permet de donner ce que je peux donner à un semblable comme moi, de donner ce que je peux donner à ma société ou à n'importe quelle société. Oui, j'ai eu en tout cas dans mes études à bénéficier d'un conseil très pertinent d'un de mes professeurs de la première année, M. Patrick Berger, grand architecte français en ce moment. Il m'a toujours encouragé d'aller à fond de mes idées. Il m'a aidé donc à aller au fond donc des sources d'inspiration. Et comme je dis, nous n'étions que deux Africains dans la classe, une classe de quarantaine, et il nous a toujours poussé à nous inspirer de nos valeurs culturelles. Cela m'a beaucoup aidé. Et quand je préparais mon DPLG, j'ai eu également les encouragements de celle qui va être ma directrice de TPFE, paix à son âme, Madame Sylviane Lebrun, qui est architecte et anthropologue et qui m'a formé en anthropologie, va davantage m'encourager dans ce sens-là. Vous voyez, le début et vers la fin, j'ai eu un très bel encadrement. Rentré au pays, j'ai servi à l'US, au PCUSAID, à m'occuper donc de la réhabilitation des dispensaires ruraux. Et donc, ce retour au pays, directement dans le monde rural, m'a aidé à mieux comprendre les choses. Après une vingtaine d'années de rupture avec mon pays. Et quand je vais revenir donc à la vie professionnelle, je crois que ces deux extrémités et cette expérience-là vont m'aider à voir les choses autrement. Donc, dans ma démarche, d'abord, il faut répondre aux expressions des besoins de celui qui a lancé la commande. Il faut l'écouter. L'écoute, c'est très important. Et la discussion, il faut discuter avec le commanditaire. Fût-il un commanditaire officiel ou bien privé, de la discussion jaillit la vérité, dit-on. Et l'étude aussi de l'environnement. L'étude également des moyens financiers qui seront mis à disposition. Il faut prendre en compte également les matériaux qui seront disponibles sur le site, par exemple, du projet en question. Et enfin, la culture et l'ambiance. Voilà, c'est tout ça qui doit être pris en compte dans une démarche architecturale. Et c'est ce que nous essayons très modestement. Et aucun projet ne doit se ressembler. Voilà un peu une autre démarche. Vous savez, le regard de l'architecte par rapport au monde actuel, je vous renvoie à ce qui a été dit il y a plus d'une centaine d'années. Julien Guadé, architecte,
il le disait, c'était en 1890, que l'architecte aujourd'hui doit être un homme très multiple, homme de science pour tout ce qui concerne la construction et ses applications, homme de science aussi pour la connaissance profonde de tout le patrimoine de l'architecte, artiste enfin dans toute la supériorité d'un art qui concerne, domine et associe les autres arts. Ça veut dire qu'un architecte, il va regarder le monde sous plusieurs regards. Il a un regard englobant, un regard fédérateur, un regard mobilisateur, un regard d'artiste, donc de créateur, et un regard de conciliateur. C'est un chef d'orchestre, donc il n'aimera pas les fausses notes. C'est-à-dire, si ce sont des catastrophes, l'architecte est au premier plan de secours. Si ce sont les guerres, l'architecte sera toujours au premier plan. C'est-à-dire que c'est un amoureux de la société, c'est un amoureux de la nature, c'est un amoureux aussi des sciences, parce qu'il faut évoluer dans la technologie, mais pas de la destruction de l'être humain, non, parce qu'il est l'avocat de l'être humain, il est l'avocat de la société, il est l'avocat du bon mode de vie, du bon cadre de vie. Donc c'est ça en fait le regard d'un architecte. Maintenant, d'une manière globale, si on arrive maintenant aux spécificités, chaque lieu a ses réalités et il doit s'adapter. C'est un caméléon. Et le caméléon n'est jamais pressé. Le caméléon mesure les choses. Il prend la couleur locale, vous voyez, et il ne sait pas se retourner, il ne sait pas tourner la tête. Mais par contre, ses yeux regardent dans les 360 degrés. Et donc, c'est ça l'architecte quelque part. Il est à la fois facilitateur. En fait, en un mot, c'est un esclave de la société. Hein? C'est un serviteur de la société. Donc, il ne peut avoir qu'un regard amoureux des choses, un regard participatif, avec un engagement participatif, et en même temps avec une quête perpétuelle du savoir. Il le disait il y a 100 ans en arrière, hein, et que c'est un homme de science aussi pour la connaissance profonde de tout le patrimoine de l'architecte. Et un de nos professeurs disait que ce qu'on demande à l'architecte, Dieu n'a jamais donné à un homme normal. Vous voyez, ce qu'on demande à l'architecte d'être un être humain normal. Aujourd'hui, comme moi, comme vous, comme quelqu'un d'autre, ne peut l'avoir. On lui demande 5 grandes qualités que la nature ne donne jamais, toutes ces 5 grandes qualités-là à un être humain. L'être trouvera peut-être ces 3 grandes qualités, maximum 4, il lui échappera toujours. D'où la nécessité quelque part pour l'architecte ou pour tout architecte de s'associer à l'autre. L'association est incontournable. La mise en commun pour mener une réflexion, pour faire un travail est indispensable pour tout architecte aujourd'hui. Parce qu'on lui demande d'être parfait en art. Dieu peut lui donner le don de l'art. Dieu peut lui donner le don de la science. Dieu peut lui donner la chance, par exemple, d'être un bon constructeur. Mais est-ce qu'il est un bon économiste? Est-ce qu'il est un bon philosophe? Est-ce qu'il est un bon humaniste? Vous voyez, il doit répondre à toutes ces qualités. Donc, pour arriver à la perfection, il sera obligé de faire appel à celui qui a eu le don d'être très humaniste, le mettre à ses côtés. Celui qui a le don, par exemple, de maîtriser tout ce qui est économique. Celui qui a le don de maîtriser tout ce qui est la nature. Et à ce moment, c'est ensemble qu'ils vont créer donc une œuvre. L'œuvre qui tend vers la perfection. Au Tchad, les marchés de maîtrise d'œuvre dans la construction publique se gagnent le plus souvent par un système de gré à gré, pour la plupart. Tantôt, vous avez des consultations restreintes. C'est une équipe, on les consulte, ils répondent et on sélectionne. Les consultations
au-delà de notre pays, c'est-à-dire les consultations sous-régionales ou internationales, sont rares. Et même quand il y a, c'est quand il s'agit d'un grand projet et qui a reçu un financement extérieur. Alors là, ce grand projet aimerait bien que les siens, n'importe qui, puisse se missionner. Donc voilà. Mais quand il est question donc du marché de l'État, il y a très peu de consultations publiques. Très souvent, ce sont des consultations réduites et la majorité des cas, c'est du gré à gré. Et ce qui fait que quand il y a trop de gré à gré, il y a absence donc de la sélection de la qualité. Alors que quand on fait un concours, on cherche les idées, hein, les bonnes idées, mais on cherche également le coût moyen. Et on cherche également la qualité du projet. Hein. Et ça manque. Alors nous avons toujours tendance, à la fin, à obtenir soit des ouvrages qui se ressemblent, ou des ouvrages de moindre qualité, ou des ouvrages qui sont coûteux pour rien. Et là, ce n'est pas à l'avantage ni de l'État, ni des bénéficiaires, ni des techniciens. À l'endroit de nos autorités, nous sommes des techniciens nationaux et nous ne demandons rien d'autre qu'à servir notre pays, hein, avec l'accompagnement de nos autorités. Donc c'est un appel à confiance, que les autorités, que nos autorités nous fassent confiance, nous mettent à l'œuvre, et que les populations également, de manière à ce qu'on puisse au moins produire, on puisse au moins montrer les talents tchadiens. Il y a des talents au Tchad, mais notre problème est que les décideurs sont à part, les techniciens sont à part, les populations sont à part, les autres sont à part, etc. C'est ce à part-là qu'il faut éviter. Qu'il soit permis que tous ensemble, nous puissions imaginer, nous puissions rêver ensemble une meilleure capitale, pourquoi pas. Que nous rêvions ensemble de beaux quartiers, que nous rêvions ensemble de bonnes villes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tous les pays qui ont grandi se sont appuyés sur la confiance avec leurs techniciens. Le président français Mitterrand, en son temps, disait que quand il entre dans une ville, qu'il y a deux sentiments qu'il habite. Le sentiment qu'il est empereur ou le sentiment qu'il est architecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une complicité entre celui qui dirige et les techniciens et l'architecte qui est le penseur, qui est son exécutant. Et cette complicité-là, jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à trouver. Nous, techniciens, nous, concepteurs, nous, architectes, nous, artistes, nous n'arrivons pas à le trouver avec nos autorités. Donc c'est un appel à trouver une complicité entre nos autorités qui nous fassent confiance et qu'ensemble, nous puissions donc faire des réalisations au bénéfice des populations et au bénéfice de notre pays. Pendant une vingtaine d'années, les architectes ont lutté, je dirais bien un peu plus d'un an, de 1995 jusqu'à 2012, pour obtenir un décret créant l'ordre des architectes. Ce décret obtenu, voilà, il y a 10 ans, et le métier patine toujours. Mais il y a une chose, c'est que entre-temps, il y a eu la loi sur l'urbanisme et il y a eu la loi sur la construction. Et vous savez, un décret doit émaner d'une loi. Et le décret qui met en place aujourd'hui l'ordre des architectes s'est appuyé sur deux lois qui ne sont pas siennes, à savoir l'urbanisme et la construction. Un petit chapitre de l'urbanisme. Alors que l'architecture est un métier à part, c'est un domaine à part. Elle ne s'accroche pas à l'urbanisme. Et partout ailleurs, ça veut dire on met en place d'abord une loi sur l'architecture. Il faut que l'architecture soit légiférée.
parce que c'est d'intérêt public. C'est une loi qui doit légiférer l'architecture. Et c'est après la loi organique qu'on prend donc des décrets d'application. L'ordre n'est qu'un décret d'application d'une loi. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce qu'il y a absence donc, de cette loi-là. Donc il va falloir refondre, c'est-à-dire les architectes doivent lutter et travailler avec les décideurs pour obtenir, et avec les conseillers de la transition, pour obtenir la loi sur l'architecture. Parce que l'architecture est un domaine très important qui participe au développement d'une nation. Vous allez voir que les grandes nations, ce sont des nations qui ont beaucoup d'architectes. N'allons pas loin. Regardons ce qui se passe au Soudan, regardons ce qui se passe au Nigeria. C'est deux pays africains qui ont beaucoup d'architectes. Et l'Égypte, n'en parlons pas, elle est première. Parce que l'architecte réfléchit à tout, ce n'est pas seulement la construction. Oui, le plat local préféré, de toute façon, vous voyez, moi je suis maigre, hein, vous voyez là. Alors, juste, avant que je vous dise le secret de mon repas, je vais vous dire quelque chose qui me concerne un peu. Pendant que j'étais étudiant, nous sommes allés dans un foyer là. On mangeait, c'était du riz. C'était avec les Maliens. Et il y a un qui m'observe, il dit, oh, mais l'autre, celui-là, il mange beaucoup. Et pourtant, il est maigre. Il y a l'autre qui dit, ah, mais tu ne vois pas sa tête là. Ce qu'il mange là, c'est sa tête qui prend ça. Bref, donc des gens maigres comme nous autres là, nous aimons bien manger. Alors, bien manger, si c'est ici au Tchad, j'aime une grosse boule avec ce qu'on appelle la sauce longue, là, mais avec du poisson fumé. Ça c'est un. Ou si c'est pendant la saison, parce que les repas là, il faut les aimer par rapport à la saison. Dieu fait les choses avec mesure. S'il y a la saison sèche, il y a des choses qu'il faut manger pendant la saison sèche. Donc, ce que vous appelez préféré là, préféré, mais en quelle saison? Donc, si c'est la saison pluvieuse, alors dans notre zone, de la zone méridionale là-bas, quand c'est la période, par exemple, de farine de manioc, alors il faut la boule avec farine de manioc, hein, et avec, je ne connais pas le nom en français, mais c'est une sorte de comment dirais-je, bon, ce sont des fruits, hein, ce sont des fruits, bref, des légumes, et toujours avec du poisson sec. Et quand vous mangez ça après la pluie, alors vous voyez la boule de manioc, là, la fumée sort, et voilà, ça c'est bon.